construction européenne, elle a été fondée par des tenants du système capitaliste libéral. Alors l'expérience qu'on en a, c'est quoi? C'est la concurrence généralisée entre les travailleurs avec la directive des travailleurs détachés, avec les délocalisations qui peuvent être intra-européennes et extra-européennes, et des filières industrielles qui sont en fait délaissées au profit d'une financiarisation de l'économie, d'une recherche de la rente. Et pourtant, nous disons que d'autres horizons sont possibles, des horizons où la production se conjugue avec la coopération et l'emploi. Et on a donc demandé à Philippe Bonneau, qui est candidat titulaire de la 2e circonscription, tout d'abord au bout, de se coller à ce thème-là, parce que Philippe, il est syndicaliste dans le secteur de la métallurgie, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et il a une expérience de comité d'entreprise européen. Autour du thème une Europe industrielle au service des populations et des travailleurs, c'est aussi avec cette expérience d'avoir été membre d'un comité d'entreprise européen que j'ai essayé de mettre ces quelques mots sur du papier. On constate que le problème est le même, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Ce ne sont jamais les travailleurs qui décident des orientations stratégiques des entreprises dans lesquelles ils travaillent, que ce soit pour les petites entreprises ou dans les grands groupes transnationaux. Alors, dans les grands groupes transnationaux ou internationaux, les salariés sont informés, consultés par le biais des comités d'entreprise européens. Ces comités d'entreprise européens, ou CEE, sont informés, consultés sur des questions de nature transnationale, et cette information par l'employeur consiste à lui transmettre des données utiles afin qu'il puisse évaluer en profondeur les conséquences des mesures proposées. La consultation consiste, pour les représentants de ces CEE, à formuler leur avis sur les mesures proposées, mais ce n'est actuellement qu'une consultation sans obligation pour l'employeur d'en tenir compte. Et donc j'ai été membre, moi-même, du comité d'entreprise européen ArcelorMittal, et l'expérience que j'en ai tirée, c'est que dans le contexte législatif actuel, le premier des intérêts de ces comités d'entreprise européens, c'est de permettre aux organisations syndicales de se rencontrer, d'apprendre à se connaître et d'échanger. Dans notre cas, ça nous a permis de mettre en place un collectif rouge, on l'a appelé comme ça, avec nos camarades de la FGTB, donc FGTB-CGT, qui fonctionne régulièrement. On se voit une ou deux fois par an sur nos différents sites, que ce soit en Belgique ou en France, sur les sites français. Et ça nous a permis d'être à l'origine quand même de quelques grandes manifestations syndicales européennes, et principalement à Luxembourg, au siège du groupe ArcelorMittal. ArcelorMittal, dont Aperam est non pas une filière, mais un petit morceau. Et dans ce cadre-là, on avait tenté, pour améliorer les conditions des salariés, on avait tenté de mettre en place, d'élaborer un statut du travailleur ArcelorMittal, avec nos camarades de la CUT brésilienne. Ça nous avait permis aussi, ce comité d'entreprise européen, de rencontrer les militants du syndicat brésilien. Alors, si on n'a pas réussi à imposer ce statut, le fait d'avoir mis en lumière les pratiques du groupe a permis de supprimer le travail des enfants chez certaines filiales d'ArcelorMittal. Ça existait dans les filiales de plantation d'eucalyptus, parce que cultive l'eucalyptus pour faire du charbon de bois pour les hauts fourneaux. Et ça a permis de l'arrêter, en fait, le fait de le dénoncer. Alors ça s'est passé pas tout à fait tout de suite, parce que d'abord la direction a nié, ça n'existait pas. On a continué d'insister, on a fait savoir largement. Et en fait, bizarrement, ils nous ont dit un jour qu'ils avaient arrêté cette pratique. Donc ils reconnaissaient vraiment que ça avait existé, quoi. Enfin, bon. Ça nous a aussi permis, que les travailleurs brésiliens conservent certains avantages sociaux que le groupe voulait supprimer quand ils ont acheté la filiale brésilienne. Voilà. Ce qu'on avait réussi à faire avec ça au niveau européen. Et en Europe, l'employeur ayant compris que nous nous organisions, les patrons ont changé de communication. Par exemple, on a eu beaucoup moins de discours visant à nous présenter entre usines françaises et européennes comme des concurrents. Et pour la petite histoire, pour nos premières réunions, on avait les frais payés, ça allait bien, on pouvait se rencontrer, on pouvait visiter les usines. Et quand on a commencé à avoir des actions et à mettre en place nos premiers tracts,
Là, ils ont coupé les vivres. Enfin, ceci m'amène à dire que nos propositions de mettre en place de vrais droits pour les représentants des travailleurs en France doivent s'accompagner de la même évolution au niveau européen, comme le propose l'Avenir en commun, la France en commun ou encore la CGT, à savoir accorder de nouveaux droits de contrôle aux comités d'entreprise sur les finances et sur leurs entreprises, instaurer le droit pour les salariés à un vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégiques, renforcer le pouvoir d'intervention des salariés contre les licenciements économiques par un droit de veto suspensif des comités d'entreprise, ou encore renforcer les tribunaux de commerce et les procédures de sauvegarde de liquidation pour donner plus de pouvoir aux salariés et à leurs représentants, refondre la procédure judiciaire de contestation des licenciements économiques pour qu'ils ne puissent être effectifs avant épuisement des recours. D'autres propositions existent aussi. Mais en aucun cas, à mon sens, cela ne doit se résumer à une discussion franco-française. Par exemple, si l'on parle de nationalisation pour éviter la fermeture d'une entreprise, il faut tenir compte de sa dimension transnationale. Concrètement, je vais vous donner l'exemple d'Aperam, donc l'usine de Gueugnon. Elle travaille uniquement les produits fournis par nos aciéries belges. Donc sa nationalisation n'aurait de sens ou d'intérêt que si nous pouvions maîtriser toute la chaîne de l'amont à l'aval. Il en va de même pour les entreprises de plus petite taille qui sont confrontées au problème des travailleurs détachés. Il faut que tous les droits pour les représentants du personnel dans les entreprises ayant recours à ces travailleurs soient améliorés, mais également dans les entreprises d'origine. Et cela passe par la mise en place d'un protectionnisme solidaire, par l'investissement dans un développement commun, par une Europe des peuples, des nations, libres, souverains et associés. Et bien sûr, en face, il y a de la résistance, beaucoup de résistance. Et en premier lieu, le patronat, qui a décidé d'empêcher l'Organisation internationale du travail d'accomplir sa mission de contrôle du respect des conventions internationales. Il a décidé de mettre en cause la Commission internationale de 20 juristes qui assument ce rôle et produit chaque année des expertises sous forme de rapports qui sont soumis à l'approbation de l'OIT. Le patronat use du prétexte qu'aucune convention de l'OIT ne traite du droit de grève escalité pour contester que la grève soit au titre des libertés syndicales considérée comme un moyen de l'action syndicale. Derrière les arguments de forme du patronat, c'est l'édification même des normes sociales qui est remise en cause. Et si dans certains pays comme le nôtre, les salariés voient leur liberté syndicale, leur liberté fondamentale, dont le droit de grève, protégé par la Constitution et tout un ensemble de lois, dans beaucoup de pays, ce n'est pas comme ça. Ils ne peuvent s'appuyer que sur les conventions de l'OIT. Donc on a aussi un rôle à jouer à ce niveau-là, je pense politiquement, pour faire imposer les choses, changer les choses. Et pour terminer, comme le disait Jean Jaurès, la grande révolution a rendu les Français rois dans la cité et les a laissés serfs dans l'entreprise. Le contrat de travail étant le seul contrat de subordination dans notre pays. Il est donc temps de rentrer la citoyenneté dans l'entreprise, et ce sera, à mon sens, le seul moyen pour que cette Europe industrielle réponde aux besoins de ceux qui produisent les richesses et pour les populations. Ouais. Bravo.